Donc la seconde intervention de ce début d'après-midi sera donnée par Madame Winan Anaël, qui est archiviste, jeune archiviste dans le sens où elle a soutenu sa thèse en 2021. Le titre de sa thèse était Entre archives et archives, donc archives au pluriel, archives au singulier, l'espace inarchivé et inarchivable du cinéma de réemploi à l'Université de Montréal. Et Anaël Winan travaille également dans un programme qui est un programme porté à la fois par l'Université de Laval au Québec et l'Université d'Angers, qui est le programme Autres archives, autres histoires, les archives d'en bas au Québec et en France. Et donc je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Et j'aurai la grossièreté d'intervenir verbalement parce que je ne pourrais pas montrer le post-it magique. Ouais, ça. Parfait, je ne me vexerai pas. Merci. Merci beaucoup. Présenté comme jeune archiviste, mais quel plaisir, ma matinée commence bien. Avant de commencer officiellement, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que cela fonctionne de votre côté? Oui. Oui, alors je vais faire un test de changement de slide. Est-ce que cela fonctionne toujours? Oui. Parfait, excellent. Donc le test a bien fonctionné. Merci beaucoup, un très très grand merci aux organisateurs, aux étudiants, aux étudiantes de la 21e journée d'archivistique d'Angers pour cette belle invitation. Je suis vraiment contente d'être avec vous et je suis contente que je puisse être là aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Donc la thématique qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les objets archives ou les archives objets, qui est en effet un sujet qui alimente mes recherches depuis plusieurs années dans le cadre de l'exploitation des archives, d'un côté dans le cinéma et de l'autre dans le cadre des archives de communauté. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'archives et d'objets. On parlait d'objets dans les archives dans l'intervention précédente. Moi, je parlerai plutôt d'archives comme objets. Et puis, vous aurez remarqué que mon titre a changé depuis l'annonce des conférences. Je pense que ma pensée s'est un peu réalignée en travaillant, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc plus spécifiquement, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des pratiques filmiques et vidéographiques qui jouent de la matérialité et de la décomposition des films et vidéos afin de comprendre ce que ce type de film et de vidéo peut nous apprendre sur nos archives. On va explorer donc plusieurs axes de réflexion à ce propos-là, qui sont ceux de la matérialité, de la temporalité et enfin de l'affectivité. Pour penser les archives comme objet, j'aimerais commencer par une mise en contexte qui a trait finalement à la matérialité des archives. Donc la matérialité des archives, on le sait tous, c'est une dimension qui est importante pour les archivistes, et ce dans un contexte qui est spécifique. Marianne Chabin explique que, je cite, « Ce qui fait le document, c'est d'abord sa matérialité, c'est-à-dire l'existence physique du support sur lequel est fixée l'information, matérialité qui fait que, tant que dure le support, on peut revenir à l'expression passée, à ce qui a été écrit, à le lire, puis l'interpréter. » Fin de la citation. Donc dans cette phrase, ce qu'on voit, c'est qu'on voit pointer quelque chose qui est très courant en archivistique. Le fait que les archives sont souvent considérées comme de l'information fixée sur un support, sous-entendant que les deux aspects sont différents et séparés. Et on va voir effectivement que dans la littérature archivistique francophone québécoise, il est en effet largement considéré que les interventions des archivistes portent sur ce qu'on appelle l'information, et plus précisément l'information consignée organique, qui est l'objet central de l'archivistique au Québec. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce n'est pas ça qui apparaît dans la loi sur les archives au Québec. La loi sur les archives définit les archives comme des ensembles de documents, dans une définition assez souple qui rappelle finalement aussi la définition française. Mais toutefois, dans la pratique et dans la théorie archivistique québécoise, on va voir cette idée d'information organique et consignée qui est l'objet central de l'archivistique. Donc, dans un article qui explique l'évolution de l'archivistique québécoise et de ses spécificités, paru en 2005 dans la revue de l'Association des archivistes du Canada, l'archiviste québécois Carole Couture explique justement les spécificités de cette archivistique québécoise. Et il le dit en ces termes, je cite, « L'archivistique au Québec se concentre sur le contenu des documents, qui se situe dans un contexte plus large de gestion de l'information et des connaissances, et les technologies qui relèvent de ce vaste contexte.
En conséquence, l'archiviste au Québec est un professionnel qui s'y connaît en gestion de l'information consignée, peu importe sa date ou son support, et des connaissances contenues dans les documents. Fin de la citation. Selon cette vision spécifique, donc, la matérialité des archives est souvent reléguée au second plan dans les processus archivistiques. Ce qui est important à gérer dans cette vision des choses, à gérer, évaluer, décrire, diffuser, conserver, c'est l'information qui est contenue dans les documents. La matérialité des archives est dès lors considérée comme un aspect secondaire des archives qu'il faut gérer. Il faut préserver l'état physique des archives pour avoir accès le plus longtemps possible aux informations qu'elles renferment. C'est une vision des choses qui se traduit dans la fonction de préservation des archives, donc qui va recueillir toutes les règles et les pratiques qui permettent la longévité des archives comme entité matérielle, que ce soit les archives papier, évidemment, audiovisuelles ou numériques, tous supports confondus. La préservation est donc avant tout présentée comme un moyen qui va assurer la conservation des archives dans des conditions qui permettent d'un côté leur longévité physique, mais aussi la préservation d'une continuité qui lie les archives à leur contexte d'origine et à leurs producteurs. Dans les littératures archivistiques, la fonction de préservation va alors se décliner avant tout dans ses expressions pratiques et gestionnaires. Il est alors question de conservation matérielle, comme une des fonctions fondamentales d'un service d'archives qui consiste à garder physiquement les documents qui lui sont confiés. Cette acception de la fonction va se traduire par beaucoup de recommandations qui permettent aux archivistes de garantir physiquement la longévité des documents d'archives. Dans une perspective québécoise et canadienne, la préservation va donc reposer sur deux principaux piliers. D'un côté, la bonne connaissance des supports, des facteurs de détérioration et des normes qui vont assurer la longévité des archives. Et de l'autre, la mise en œuvre d'un programme de préservation en 3 étapes, c'est-à-dire évaluer, planifier, agir. C'est une perspective qui va se concentrer sur la préservation des archives dans une perspective de, et je cite, rentabilité et efficacité. Ainsi, la préservation est présentée avant tout comme stratégique, qui s'adapte au contexte budgétaire et aux contraintes administratives. L'objectif étant, comme nous rappelle le Conseil canadien des archives, de produire un programme de préservation rationnel et au meilleur coût, qui intègre autant que possible les activités de préservation aux opérations archivistiques quotidiennes. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au-delà de leur conservation matérielle à proprement dit, la préservation met en jeu aussi la conservation sur le long terme de ce que représentent les archives. Il s'agit de leur prise en charge intellectuelle. Donc, en plus du maintien d'un objet physique dans le temps, ce sont les valeurs des archives qui doivent être également préservées à travers ce maintien, c'est-à-dire leur capacité à informer et à faire preuve. Par ailleurs, le Conseil international des archives précise que pour que les archives, justement, présentent une valeur pour la société, on doit pouvoir leur faire confiance. Et cette condition de confiance va se baser sur 4 qualités des archives: leur authenticité, leur fiabilité, leur intégrité et leur accessibilité. La préservation de ces qualités va assurer la valeur des archives sur le long terme et dès lors leur utilité et leur valeur de preuve. À travers ce degré de confiance des archives, ce que les archivistes finalement tentent de préserver, c'est également une série de liens entre les archives du même fonds et de liens entre les archives et leurs producteurs. Il s'agit donc de conserver un rapport à l'origine qui est lui-même porteur de sens et qui s'inscrit dans la virtualité des liens entre les archives et la temporalité des liens qui les attachent aux producteurs et au contexte de production. Pour ce faire, évidemment, et vous le savez tous mieux que moi, les archivistes pensent les archives à travers l'unité du fonds d'archives, ainsi que le principe qui les régit, celui des respects des fonds, ce qui assure une possible lecture des archives à la lumière du producteur et du contexte de production. Donc on l'a compris, la matérialité des archives participe en archivistique d'un ensemble de principes et de pratiques qui sont précises, qui sont codifiées, qui sont normées et réglementées. Et toute cette structure pratique et intellectuelle permet aux archivistes de conserver, c'est-à-dire quelque part de figer un groupe de documents dans le temps tel qu'il a été produit afin d'offrir une image globale et fixe d'une production documentaire, une production de documents à un moment donné. Or, si on garde en tête cette idée, toute cette structure, qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Alors ça, je fais référence aux images qui sont présentées dans cette diapositive. Toutes les quatre sont des captures d'écran qui sont issues de différents films de réemploi expérimentaux. Le réemploi, le cinéma de réemploi, de manière générale, participe d'un ensemble de pratiques qui a pour particularité de réutiliser des images en mouvement préexistantes. Alors, les quatre films que je vous présente ici sont The Shadow of Your Smile de Alex Dimitriev, qui reprend des images brouillées issues d'un film pornographique sur VHS. Il y a Decasiat de Bill Morrison, un long métrage composé d'extraits de pellicules, acétate et nitrate décomposés qui proviennent de différentes archives cinématographiques. On a ensuite Self-Portrait Post-Mortem de Louise Bourque, qui est un très court métrage tiré des propres films de la réalisatrice qu'elle a enterré dans le jardin de ses parents, déterré et réutilisé. Et enfin Long Live the New Flesh, qui est un mash-up de différents films d'horreur dans lequel les images se fondent les unes dans les autres à travers un mélange de pixels. Donc, plus précisément, ces quatre films participent d'un courant du cinéma de réemploi qui peut être identifié à ce qu'on appelle une esthétique de la ruine, c'est-à-dire, comme le rappelle André Habib, une esthétique qui entremêle le poétique avec une politique rédemptrice des images qui articule une allégorie de la disparition du cinéma. C'est un type de cinéma, un ensemble de pratiques qui relève avant tout d'une fascination pour les supports cinématographiques, dans leur rapport au temps, qui subissent des dommages à chaque utilisation. Les artistes qui sont présentés ici jouent avec la décomposition des pellicules filmiques, mais aussi la démagnétisation des bandes vidéo ou encore le glitch numérique. Donc si on garde en tête notre cadre fixe, figé de la préservation, comment est-ce qu'on peut penser ces films dans un cadre archivistique? Alors c'est un exercice qui peut sembler un peu paradoxal, parce que si les cinéastes s'inspirent de cette esthétique de la ruine, elle semble a priori contraire à toutes les pratiques des archivistes, dont notre travail a pour objectif principal justement de freiner et de réduire les effets du temps sur les documents qu'on conserve pour leur garantir une longévité qui est physique et intellectuelle. Donc, les œuvres des artistes de réemploi semblent en tout cas dans un premier temps, mettre en avant l'échec de la maîtrise des manifestations physiques du temps, et ce parfois jusqu'au point de non-retour. Et ce point de non-retour, c'est celui du pourrissement et de la disparition. Donc, en ce sens, on peut dire que ces artistes manifestent quelque chose qui est interdit par l'archivistique, ou en tout cas quelque chose qui relève de l'imaginaire d'un interdit. La mise en récit et l'esthétisation de la décomposition peuvent être perçues quelque part comme monstrueuses pour les archivistes, tant dans l'apparence des images, les films qui se décomposent, qui se craquent, qui créent des images qu'on peut qualifier de monstrueuses, mais aussi parce qu'elles célèbrent symboliquement les potentiels échecs des efforts des archivistes. Ce que ces films et ces vidéos font, quelque part, c'est nous montrer ce qu'on ne veut pas voir dans les archives quand il est question de préservation. Elles jouent le rôle du monstre qui, à la fois, montre quelque chose et avertit. Dans ce cas-là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est montré donc et de quoi est-on averti en tant qu'archiviste quand on regarde ces images? Et si on prend le temps de se pencher sur cet interdit, on peut en effet tirer des pistes de réflexion qui sont assez intéressantes pour penser les archives, et notamment les archives comme objet. Dans les films de réemploi qui jouent avec la décomposition, c'est la matérialité qui est mise en avant de telle manière qu'elle devient le personnage principal du film, prédomine sur le contenu et constitue le récit. Elle révèle le corps même des supports, ce dont ils sont composés, de la pellicule, des émulsions, des bandes magnétiques ou encore des pixels. C'est une façon de faire qui oblige à considérer le film en tant que trace matérielle et temporelle. C'est dans la matérialité, en effet, même que se lie le rapport au temps qui est évoqué dans les œuvres. Les artistes vont nous inviter à lire la matérialité du film, non pas comme une instance collatérale, mais bien comme le film lui-même. En archivistique, de telles observations, évidemment, demandent une intervention, un nouveau conditionnement, qui lui-même ralentirait au maximum les manifestations du temps, ou en tout cas pourrait être effacé à travers, par exemple, une restauration. Toutefois, la prise en charge du temps est indissociable de tout processus archivistique. C'est ce qui participe finalement du processus de sédimentation, c'est-à-dire un processus physique inégal et non uniforme qui va résulter de l'accumulation et la décantation des documents à travers le temps. Les films nous rappellent donc que les archives sont des objets physiques,
qui sont marquées par un processus de sédimentation qui est visible, et y compris au numérique. Donc, autant de traces qui sont porteuses de sens et qui alimentent les récits que peuvent porter les archives. Ensuite, si la matérialité des archives peut représenter pour les archivistes le lien concret physique avec le producteur des archives, ce n'est toutefois pas exactement le cas ici. Ce qui fait authenticité dans les films, ce sont les traces physiques du temps qui s'inscrivent sur les archives, attachées directement au matériel. Ainsi, un matériel qui est altéré, corrompu, changé, fragmentaire, devient authentique parce qu'il manifeste sa temporalité à même sa peau. Comme le souligne Anne Klein, l'authenticité est liée à la réalité du document lui-même, son existence en tant que trace d'un moment ayant eu réellement lieu dans le passé ou d'une personne ayant réellement existé. Peu importe alors que ce moment ait été vécu par telle ou telle personne, la vérité tient dans la trace et non dans son origine. Cette trace est ici présentée avec d'autant plus d'authenticité qu'elle a vécu, qu'elle se détériore. L'authenticité est ainsi identifiée à la matière, en association avec le passage du temps et avec la finitude organique de l'objet, ce qui crée un lien qui est imaginé ou réel au passé et qui rend le film finalement authentique aux yeux du spectateur. Une authenticité bien différente de l'authenticité comme on l'a définie en archivistique. Enfin, de par justement cette matérialité exacerbée par le passage du temps, ces images provoquent de l'émotion et de l'affect, ou de l'affectivité. Si la matérialité des archives leur confère un pouvoir d'évocation, il y a quelque chose d'encore plus viscéral finalement dans cette même matérialité qui est exprimée dans des formes extrêmes. Comme le souligne la chercheuse en études cinématographiques Laura Marx, elle dit « Quand on est témoin d'une image en train de disparaître, il est possible qu'on y réponde par un sens de notre propre disparition. » Il y a quelque chose en effet de viscéral à regarder ces films et ces vidéos se détériorer devant nous. Les archives ont cette capacité d'émouvoir les utilisateurs, les archivistes, les spectateurs, par leur contenu, oui, mais aussi par leur qualité périssable. Elles permettent une identification plus intime qui passe par les supports qui disparaissent sous nos yeux. À travers cet effet, les cinéastes imposent quelque part une forme affective, non archivistique d'authenticité, d'historicité, par les liens du passé qu'ils montrent et décomposent. Le spectateur est invité non seulement à reconnaître ses caractéristiques, mais aussi à s'y identifier. Ainsi, ce que ces films donnent à voir, ce n'est pas tellement que les œuvres de réemploi détournent ou pervertissent les principes qui sous-tendent la préservation, mais plutôt qu'elles les célèbrent tout en soulignant les limites. C'est dans cela que l'on peut voir pointer différents éléments de ce que je qualifie d'une monstrueuse archivistique. C'est-à-dire une archivistique qui accepte non seulement de regarder, mais surtout qui accepte d'intégrer dans ses réflexions ce qui semble de prime abord interdit. Ici, dans l'exemple que je cite aujourd'hui, la décomposition des archives. Donc tout d'abord, la matérialité des archives, bien que fragile, devient fondamentale dans une compréhension des archives comme objets culturels. Les archives, ce n'est pas juste de l'information, ce sont des objets complexes qui se lient aussi dans leur matérialité et dans leur temporalité, au même titre qu'elles se lisent dans les liens qui les unissent. Il s'agit d'un point de rencontre en différentes temporalités finalement qui permettent de faire histoire et mémoire. Ensuite, les structures qui sont mises en place par les archivistes pour conserver la confiance envers les archives ainsi que leur valeur ne reflètent qu'une partie de ce que les archives peuvent véhiculer. C'est par exemple en déconstruisant la notion d'authenticité des documents que les artistes arrivent à faire histoire et mémoire et à transmettre quelque chose du passé, en jouant des temporalités affectives de l'objet et de cette fameuse rencontre entre un objet et un utilisateur. Et enfin, les œuvres reconfigurent le fragment et la lacune, toujours renvoyant à l'absence et à la construction toujours incomplète et à la mémoire tronquée des archives. Ce sont différentes dimensions qui confirment la finalité multiple des archives. Elles ne sont pas seulement utilisées à des fins patrimoniales, scientifiques et administratives, mais elles possèdent une dimension autant cognitive que poétique, nous rappelle Yvon Lemay et Anne Klein. Elles peuvent être utilisées aussi bien pour leur capacité d'appropriation en tant que moyen de connaissance que pour leur capacité d'évocation. Et cette poétique et ce pouvoir d'évocation n'apparaissent toutefois pas seulement dans les aspects les plus nobles et esthétiques des archives, mais également dans ce qu'elles ont d'interdit, de fuyant et de monstrueux. Comme le dit Andrea Bib,
Elles apparaissent chargées de mémoire et d'histoire, précisément parce qu'elles sont en train de passer du côté de l'oubli. Nous sommes les témoins de ce passage qui les retenons un instant à l'arrêt. Donc, et c'est sur cette dernière pensée que je finirai ma présentation, les artistes vont nous rappeler, de manière esthétique, mais aussi parfois très extrême, nous rappellent la complexité des archives. Là où une archivistique plus traditionnelle va considérer l'équation support plus information comme axe de réflexion pour penser les archives, parfois dans ce cadre-là privilégiant l'information de manière générale, l'étude de l'exploitation des archives, c'est-à-dire ce qui est fait avec les archives, nous amène à les considérer différemment. La matérialité nous amène à penser les archives dans leur dimension temporelle et affective, tout autant que symbolique. Des objets informationnels, oui, mais aussi des objets esthétiques, culturels, historiques, affectifs et mémoriels, dont les caractéristiques physiques sont elles-mêmes porteuses de sens. Ces différents aspects ne sont pas indépendants des uns des autres, mais bien entremêlés. Les archives sont des objets complexes et protéiformes. Cela nous amène à une autre caractéristique des archives particulièrement bien mise en avant par les cinéastes. Je parle ici de leur mouvement, de leur caractère non figé. À travers le processus de sédimentation qui est mis en spectacle dans les films, on comprend que les archives ne peuvent pas être des objets figés dans le temps. Si on se tourne vers les études culturelles et en particulier les études qui ont trait à la culture matérielle, on peut trouver des pistes de réflexion intéressantes justement pour penser ces archives comme objets en mouvement ou objets en processus. Dans son étude de la décomposition, l'auteur Caitlin de Silvey inscrit sa réflexion dans ce qu'elle qualifie de post-préservation. Elle sollicite une approche des archives et des objets patrimoniaux qui comprend l'artefact comme un processus plutôt qu'une entité stable avec une forme physique durable, ce qui rend potentiellement possible l'interrogation des aspects plus ambigus de la présence et de la disparition matérielle. Ainsi, là où l'archivistique va tenter de figer, de contenir les archives dans leur état premier, il est ici question de lire leur transformation dans le temps. Bien entendu, on est d'accord, il ne s'agit pas d'arrêter radicalement tout processus de préservation, mais bien de prêter plutôt attention aux trajectoires de changement et de transformation qui sont-elles de toute façon inévitables. Il s'agit quelque part de dissocier le travail de mémoire de la stabilité matérielle pour justement trouver du sens aussi dans la transition, dans la fugacité et dans l'incertitude. Et comme le soulignent Trudy Lynn Smith et Kate Hensey, il faut comprendre les archives comme impermanentes dans un constant état dynamique de transformation. Et c'est sur cette réflexion que je vais terminer ma présentation. J'espère que cela a amené des pistes de réflexion pour les archivistes. Je pense que c'est des pistes de réflexion. Penser la matérialité, les archives comme objet dans ces conditions extrêmes peut parfois sembler un peu paradoxal par rapport à notre travail quotidien, d'archiviste quotidien. Mais si on prend le temps d'explorer ces pistes de réflexion, je pense que ça permet d'élargir notre compréhension des archives, notamment dans la manière dont elles font écho dans notre société. Donc j'arrête ici. Je vais arrêter également le partage de mon écran, ce sera plus agréable, je pense. Et voilà. Je vous remercie. Et je ne vous entends pas. Ah voilà. Ouais, oui, vous m'entendez ? D'accord. Oui, merci bien. beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui est aussi une invitation à des résidences d'artistes dans les centres d'archives. Et ce que vous présentez n'est pas sans évoquer, par exemple, les œuvres d'un Christian Boltanski autour de ces objets archives. Et si on se place dans la peau de l'historien, et notamment l'historien moderniste, évidemment, avec l'affectivité, ce rapport aux archives, il y a un lien, une parenté, une maternité plutôt, avec l'œuvre de Farge, par exemple, Le goût de l'archive, où on retrouve cet élément-là. Donc, absolument. On a à peu près 8 minutes de questions, donc je laisse la parole à la salle. Oui. Vous nous dites si vous entendez bien la question. Alors, la question n'a pas encore été posée. Je tiens à préciser. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Merci pour cette présentation. Cette question de la matérialité, elle m'amène à réfléchir à autre chose. C'est ce que vous avez dit sur l'impermanence des archives et le fait que c'était
objet dynamique qui évoluait me fait penser du coup à la question de la production qu'il y a derrière l'archive et du système de production qu'il y a derrière les archives. Par exemple, un parchemin, c'est fait parce qu'on prenait la peau des bêtes et qu'on traitait pour faire un parchemin. Le papier, c'est parce qu'on a appris à faire du papier. C'est parce qu'il y a eu des moulins à papier à partir... Bon, voilà, je donne des exemples. Mais donc, du coup, la question de la préservation des archives, elle pose aussi la question de la capacité d'une société à les produire et à les conserver. Et aujourd'hui, on est dans le cas du numérique, et donc dans un format encore plus impermanent et incertain, d'autant plus que notre société est-elle capable aujourd'hui de continuer à produire et à maintenir en l'état ces choses-là, sachant que c'est des métaux lourds qu'on va exploiter dans le tiers-monde ou qu'on va peut-être bientôt exploiter en France, on verra. Bon. Et donc tout ça amène à se dire du coup que penser la matérialité des archives et penser du coup tout le système technique d'une société et penser aussi la manière dont on produit et les rapports de production qu'on a et à se demander si tout ça est pérenne en fait. Et donc la pérennité de l'archive pose la question de la pérennité de notre société dans l'ensemble. Et c'est pour ça, c'est à ça que ça me fait penser tout ça et aux enjeux en fait finalement qui dépassent simplement l'archive. C'est-à-dire que est-ce que demain on aura assez d'électricité par exemple pour continuer à maintenir une hygrométrie, à maintenir une bonne température. Est-ce qu'on aura toujours les savoir-faire, tout ça? Enfin, bon, voilà. Mais c'est ça, c'est une bonne question. Puis c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à, souvent, ça dépend à qui on parle, hein, mais on a souvent tendance à détacher le numérique de cette matérialité. Mais quand on est archiviste, on sait bien que le numérique est absolument matériel. On dépend de serveurs, on dépend de supports de stockage qui sont coûteux en temps, qui sont coûteux en espace et en énergie. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Après, je pense, puis ça c'est un débat, je pense, qui mériterait une entière journée, donc pour l'année prochaine, la journée des archives à Angers, c'est où est la place de l'oubli, où est la place du laisser-aller aussi dans notre métier d'archiviste. On ne peut pas tout conserver, on ne peut pas tout garder. Il y a des choses qui nous échappent, qu'on le veuille ou non. Est-ce que on va devoir commencer à considérer dans notre travail justement avoir une sorte de laisser-aller sur ce qu'on ne peut pas conserver? Et ça, c'est notre question. Et le numérique nous force à penser ces questions-là puisqu'on produit énormément et on sait que beaucoup de choses ne seront pas conservées. Ne fût-ce que parce que les supports ne sont pas mis à jour. Enfin, on voit bien dans le cinéma, c'est un casse-tête impossible. Finalement, beaucoup de personnes reviennent à la pellicule pour conserver le cinéma. On a le temps pour encore une autre question. Peut-être une réflexion, plus qu'une question. Il faut le micro, pardon. Oui, c'est une réflexion plus qu'une question. Votre exposé m'a fait faire un parallèle entre archives et spectacle vivant. Quand vous dites ce qui est intéressant, hein, c'est l'archive en mouvement, processus, etc. Moi, ce qui m'avait fasciné quand j'avais tenté de réfléchir sur les traces que laissaient les spectacles vivants, des marionnettes au cirque, en passant par le théâtre et compagnie, c'était la question de la fugacité de la trace, de la disparition de la trace, de la reconstitution des gestes. Par exemple, pour les spectacles de marionnettes, bon, il y a des carnets, mais pour les spectacles de danse, quand ils n'ont pas été notés, c'est toute une complexité. Hein. Il y a des chercheuses qui travaillent là-dessus. Hein. Et donc, je voulais plutôt savoir ce que vous inspirez ce parallèle, en fait, entre cette question de la fugacité des traces du spectacle vivant et votre exposé. C'est une bonne question. C'est une question vraiment fascinante parce que j'ai travaillé dans toute une partie de mes recherches se base sur ce que j'appelle l'inarchivable, donc ces choses qui ne peuvent pas être archivées pour toutes sortes de raisons. Et j'avoue que l'angle mort de mon travail, c'est justement tous ces spectacles vivants qui laissent des traces ou non, et comment archiver ces traces. Et puis, avant de à rebondir sur votre question, je vous renverrai au travail de mon collègue Pascal Landry qui travaille sur ces questions-là à travers la musique expérimentale improvisée. Donc, Pascal Landry, Landry. Et par rapport à la fugacité des choses, je pense que par rapport à mon exposé, votre commentaire, je pense que ce que ces artistes mettent beaucoup en avant, c'est justement
l'impermanence des choses et le fait que, j'aime bien le terme de fugacité, le fait que même ce qu'on pense intemporel, permanent, disparaît, nous échappe quelque part. Et ils mettent cette fugacité, ces absences dans les archives de manière très évidente en scène, puisqu'on voit le film se décomposer devant nous. Je prends l'exemple de Bill Morrison, hein, qui travaillait sur notamment le film des Casiers avec de la pellicule, où on voit véritablement la pellicule se décomposer. Il y a des artistes qui font des performances où ils détruisent des pellicules de films en direct. Donc évidemment, ils n'utilisent pas des précieuses archives, mais toutefois récupèrent des films d'archives pour les détruire en direct lors de performances, ce qui met véritablement en avant, nous confronte à cette question de la trace qui disparaît et qui ne peut pas être conservée finalement. Et je pense qu'il y a tout un espace, un grand espace de réflexion à faire en archivistique sur justement ces traces de choses impermanentes, de spectacles impermanents, de performances impermanentes. Qu'est-ce qu'on en garde? Qu'est-ce qu'on veut en garder finalement? Parce que est-ce que figer ces mémoires-là, c'est pas non plus les trahir quelque part, puisque si on fait des spectacles improvisés, par exemple, on n'a pas forcément envie d'en garder une trace figée, justement. Donc, c'est toutes des pratiques artistiques qui réveillent des questionnements un peu plus profonds en archivistique, selon moi. Et qui méritent d'être étudiés sous un angle archivistique. Une autre question, où on est bien dans la gestion du temps pour l'instant. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et, donc, merci beaucoup.